Voilà, bien, bonjour à tous. Alors, trêve de modestie, le titre que vous voyez sous les yeux, là, en fait, nous en sommes assez fiers, parce que, pour une fois, le titre, c'est le message essentiel, en fait. Si l'on veut bien se pencher vers l'abîme de nos finances publiques, évitons de le faire en tant que Candide ou en tant que Cassandre. Entre les on est tous foutus et mais non, ça va d'aller, il convient d'adopter un regard un peu plus nuancé. Et c'est ce que vous nous expliquez, Étienne de Calataï. Étienne de Calataï, un homme d'opinion, titrait l'Écho en 2015. C'est exactement l'impression qu'il m'a donnée lors de nos premiers contacts à la Banque nationale. Je me souviens particulièrement du jour où je l'avais invité à donner une présentation à une délégation de la Banque centrale de Chine, dont j'organisais la visite à la banque. C'était il y a 30 ans et le souvenir de Tiananmen, hélas, était encore dans nos esprits. Et avant d'entrer dans la salle, il me dit qu'il allait commencer son intervention en leur disant très franchement ce qu'il pensait du régime de la République populaire. Moi, je n'ai pu faire que rentrer les épaules. Je n'ai même pas essayé de le dissuader parce que je savais bien que c'était peine perdue. C'est quelqu'un qui a des opinions bien tranchées et les exprime avec beaucoup de franchise, ce qui peut parfois surprendre. On se souvient, entre autres, du petit épisode avec l'impact d'une éventuelle réduction du taux de TVA sur l'électricité, une décision qu'on voulait vouloir profiter au pouvoir d'achat et qu'il a complètement démoli, bon, de façon justifiée en disant que ça ne profiterait qu'aux entreprises en raison du saut d'index. Les opinions d'Étienne de Calataï sont tranchées, mais elles reposent sur un solide socle de compétences accumulées durant sa formation à l'UNAMUR ainsi qu'à la London School of Economics. Et durant sa carrière, 5 ans à la Banque nationale, 4 ans au Fonds monétaire international, 3 ans comme chef cap du Premier ministre, chef cap adjoint du Premier ministre de Halle, 1 an comme chef de cabinet du ministre des Finances Viseur. Et bien sûr, il était chief économiste et aussi membre du comité de direction de De Grove pendant 16 ans, avant de cofonder Orcadia Asset Management en 2015, dont il est le président du conseil d'administration et le chief économiste. En parallèle, il enseigne à l'UCL et à l'UNAMUR, il est président de la Société royale d'économie politique de Belgique. Il est aussi administrateur d'associations comme les Petits Riens. Et c'est ça aussi, Étienne de Calataï, des compétences qui servent à faire fructifier le patrimoine, mais aussi un homme très concerné par l'environnement, le développement durable, et qui donne de son temps pour poursuivre l'œuvre de l'abbé Froidure. Et en parlant de données, ben allons-y. Voilà, petitsriens.be, vous pouvez donner un don en ligne. Je l'ai fait ce matin, ça marche très très bien, super bien. Et pourquoi pas? La première fois qu'on fait ça, mais tous nos intervenants sont bénévoles. Évidemment, le rôle d'administrateur d'Étienne au Petit Rien est bénévole aussi. Pourquoi pas récompenser quand même un petit peu de temps en temps les gens qui vraiment œuvrent à l'amélioration de la qualité de vie des plus démunis. Et voilà, voilà. Maintenant, nous retournons vers la présentation d'Étienne avec, je crois qu'il est le temps d'allumer le phare. Étienne, je te rends la main. C'est absolument charmant. Merci, merci Jean-Luc. Merci, c'est un privilège pour moi. Sachez-le, participant à ce séminaire, que ceci est le dernier organisé par Jean-Luc, qui partira à la retraite, une retraite bien méritée, dira-t-on, pleine de projets, mais il n'a pas voulu en dire beaucoup plus. On en saura davantage. Merci. La Banque nationale a été un formidable lieu pour moi et je suis très reconnaissant de tout ce que j'ai pu apprendre. C'est un lieu où on se donne le temps de la qualité du travail, c'est rare. Dans d'autres environnements, il y a toujours la pression, il y a toujours une exigence, peut-être d'efficacité, mais où on ne va pas chercher l'excellence. Il y a bien un lieu en Belgique où on pratique l'excellence, c'est à la Banque nationale. Et donc, voilà, je suis reconnaissant pour tout cela. Merci aussi pour les petits riens. Mais le temps est compté, alors je vais me permettre d'aller dans mon PowerPoint et le partager avec vous. Un titre, détérioration des finances publiques, je ne vous apprends rien avec ce titre. Le catastrophisme n'est pas de mise, l'insouciance non plus. Effectivement, comme indiqué, tout est dit. Tout est dit, mais il faut quand même aller un petit peu plus loin. Une fois que l'on a rejeté les extrêmes, on n'a pas encore apporté tous les éléments d'analyse qu'il convient d'avoir à l'esprit, comme c'est le cas ici. Alors, mon propos en 3 parties.
départ, trop de tendance, trop de relance budgétaire, donc une vue plus de court terme, et puis des interrogations de moyen-long terme sur la soutenabilité de la politique budgétaire telle que nous la connaissons aujourd'hui et de notre dette publique. C'est sur ce troisième point que je me focaliserai davantage. Mais bon, il faut poser le cadre, et mes points de départ sont multiples. D'abord, sachons voir que nous sommes dans un environnement qui, sur le plan budgétaire, a une caractéristique absolument fondamentale, et j'aurai l'occasion d'y revenir, c'est que nous connaissons aujourd'hui des taux d'intérêt extrêmement bas. Ça a des effets multiples. C'est mauvais pour l'épargnant prudent, ça sert les intérêts de celui qui a investi de manière plus risquée. Regardez comment les marchés d'actions se comportent ces dernières années. Donc, ça a de multiples effets. Ça a des effets sur l'activité économique. On peut espérer que ça soutienne la consommation et l'investissement. Mais ça, dans le cadre du propos de ce midi, a un impact spectaculaire sur les finances publiques. Parce que nos États sont extrêmement endettés et que dès lors, des taux d'intérêt plus faibles, ça fait une fameuse différence. Une dette aujourd'hui comme nous l'avons, elle est plus haute que ce que nous avons pu la connaître antérieurement, et néanmoins, grâce au fait que les taux d'intérêt sont là où ils sont, ce que la communauté, ce que la collectivité doit consacrer comme ressources collectives pour couvrir les charges d'intérêt n'est plus qu'une fraction de ce que nous devions mobiliser à cette fin il y a 10, 20 ou 30 ans. Et tant mieux, parce qu'il y a mieux à faire avec de l'argent public que de payer des charges d'intérêt. Il y a des écoles qui demandent à être améliorées, il y a des infrastructures multiples auxquelles vous songerez qui méritent notre attention. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans un environnement qui, certes, est de faible croissance économique, ce qui n'est pas bon pour tout qui est endetté, mais c'est compensé et plus que compensé par la faiblesse des taux d'intérêt. C'est ce que nous montre ici un graphique en provenance de la Commission européenne, où on voit en fait par rapport à la période foncée 95-2007, quand nous avions des taux d'intérêt sur la dette publique de l'ordre de 6% pour une croissance du PIB de 4%, eh bien aujourd'hui, nous avons un taux d'intérêt implicite sur la dette publique qui est inférieur à cette croissance, légèrement, hein, c'est le petit bâtonnet vert que vous voyez à l'extrême droite de mon visuel numéro 4, mais donc c'est un changement spectaculaire et qui est amené à encore s'accentuer dans les années qui viennent, parce qu'au fur et à mesure du renouvellement des emprunts émis il y a 5, 7, 10 ans, eh bien, nous refinançons cette nouvelle dette à des taux plus faibles, et donc ça a pour effet de tirer vers le bas ce taux d'intérêt implicite sur la dette publique. Ici, c'est la moyenne européenne qui vous est montrée, mais la situation belge est tout à fait conforme à cette situation. Conforme, mais néanmoins, là, il faut bien le dire, il y a aussi entre pays des différences. Et la différence, ben, on l'a bien vu en termes de performance économique, nous avons tous été frappés par la Covid, mais pas dans une même mesure. Regardez la surperformance ou la moins mauvaise performance de pays comme le Japon ou les États-Unis sur la droite de mon visuel 5 par rapport à ce qu'ont pu encaisser des pays européens. À cet égard, la Belgique se situe quelque part entre la France et l'Allemagne. Nous sommes dans un environnement avec beaucoup d'incertitudes, avec énormément de modestie. Le Fonds monétaire répétait en janvier de cette année-ci, dans son World Economic Outlook, la succession de prévisions qui avaient été faites au sein de l'institution de Washington. Et on voit qu'effectivement, nous n'en savons pas encore grand-chose, même si on regarde la partie droite de ce graphique 6 qui porte sur l'année 2021, ben finalement, on peut se dire que ces économistes prévisionnistes ont fait un travail qui n'était quand même pas de si mauvaise qualité. Ils annoncent en janvier 2021 une croissance de 5% et demi. Il y a de cela 9 mois, ils annonçaient 5,7%. Donc c'était quand même pas si mal vu. On n'y est pas encore, on ne sait pas exactement de quoi 2021 sera fait. Il y a de l'incertitude, gardons cela à l'esprit. Gardons aussi à l'esprit que les perspectives sont franchement encourageantes. Nous avons donc fin 2021, nous pourrions avoir au niveau planétaire un niveau de PIB qui dépasserait celui de fin 2019. C'est évidemment tout à fait positif. Positif sur le plan de la performance économique. Nous aurons l'occasion de revenir au fil de mon propos sur des questions environnementales.
si nous avons eu la Covid, nous avons eu une récession, mais nous avons une récession qui a beau être la plus sévère depuis la Seconde Guerre mondiale, elle l'aurait été encore bien davantage s'il n'y avait pas eu une intervention massive des pouvoirs publics qui n'ont pas hésité à délier les cordons de la bourse, là encore, avec des différences sensibles d'un pays à l'autre. Dans un tout récent article de Christina Romer, on voit par exemple comme les États-Unis se distinguent avec une impulsion budgétaire extrêmement forte, hein, et vous le savez, hein, Monsieur Joe Biden qui vient avec son plan de 1900 milliards et qui vient après le plan de 900 milliards annoncé à la fin 2020. Donc, ils ont sorti l'artillerie lourde. De notre côté, nous sommes relativement prudents. Et si vous êtes bons yeux, vous voyez que le troisième pays en partant de la gauche, c'est un petit pays qui s'appelle la Belgique et qui donc, en termes d'impulsion budgétaire, à ce stade-ci, fait plutôt partie des pays modestes. On peut dire qu'on a joué les Zoetemelk, ça vous dira quelque chose de mon âge, c'est allusion au cyclisme des années 70. Zoetemelk qui se mettait dans la roue d'Eddy Merckx pour espérer le doubler dans le sprint final. Bien entendu, notre Eddy, malgré qu'il avait mené la course en tête, parvenait quand même à gagner. Il y avait une bonne morale dans ce cyclisme. Ici, la Belgique pourrait être vue comme une petite économie ouverte qui se dit, bien, tant qu'à faire, ça ne sert à rien de faire trop de relance budgétaire. La principale relance budgétaire qui compte pour moi, c'est celle que les Français et les Allemands auront la gentillesse de vouloir faire. Toujours est-il qu'il y a cette impulsion budgétaire massive. Le Bank Credit Analyst nous offre à droite une comparaison entre ce qui a été fait en 2020 par rapport à ce qui a été fait dans la grande crise financière. Et vous voyez que nous sommes aujourd'hui à des multiples. Hein, aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, en France, you name it, you have it, partout ou presque partout, on a appuyé sur l'accélérateur budgétaire de manière bien plus déterminée que nous l'avions fait en 2008-2009, pour partie parce qu'il y a un narratif qui s'est développé en 2008-2009. Ceux qui ont appuyé fortement sur l'accélérateur budgétaire ont bien fait de le faire. Ceux qui ne l'ont pas fait n'ont eu qu'un des regrets. Cette histoire-là vit aujourd'hui. C'est comme ça que nous avons un décryptage collectif des événements de 2008-2009 et cela a très certainement aidé à convaincre ceux qui s'étaient montrés réticents en 2008-2009 de cette fois-ci y aller gaiement. Ce qui était tout à fait marquant, je reviens sur ce rapport récent de la Commission européenne sur les finances publiques en 2020, paru le mois dernier, c'est en pourcentage, c'est l'augmentation des dépenses là où les recettes sont restées relativement constantes. En fait, qu'est-ce qu'il apparaît? C'est que le PIB chute et les recettes chutent. On aurait pu penser que les recettes allaient chuter plus que le PIB, qu'il y allait y avoir un effet d'amplification. Ce n'est pas tellement ce qui ressort de cette analyse de la Commission. Là où c'est vraiment frappant, c'est l'explosion des dépenses, parce que la plupart des dépenses, elles, à la différence des recettes, ne sont pas indexées sur le PIB. Hein. Les salaires des fonctionnaires, le PIB recule, les salaires sont payés autant, la charge salariale des fonctionnaires en pourcentage du PIB augmente, et c'est ce genre d'effet que vous voyez sous mon visuel 8. Et aussi, bien entendu, que les mesures discrétionnaires ont été prises pour venir soutenir l'activité économique dans nos pays. Hausse des dépenses, stabilisation des recettes en pourcentage du PIB, il ne faut pas être très porté sur les finances publiques pour se dire que ça fait une augmentation des déficits et que qui dit augmentation des déficits dira derrière augmentation de l'endettement. Et c'est bien cela, le Fonds monétaire, voilà, j'aime bien mixer mes sources, voilà, nous dit que donc nous allons passer du fait de la Covid d'un ratio d'endettement mondial de 84% à 98%. Ici, je parle bien de la dette publique. Il est une autre source de préoccupation, la dette privée. Paul de Croo, notamment, a souvent attiré l'attention sur le fait que nous parlions peut-être trop de la dette publique, alors que nous, d'ailleurs, 2008-2009, ce n'est pas une crise de la dette publique, 2008-2009, 2008-2009, c'est une crise de l'endettement privé. Donc, nous ferions peut-être bien de consacrer au moins autant d'attention à l'endettement privé qu'à l'endettement public, mais le thème de ce séminaire de ce midi, c'est l'endettement public. Je ne cherche pas à échapper à mes responsabilités. Donc, nous sommes passés à un endettement de 84 à 98% et nous avons, toujours à ce niveau mondial, de l'ordre d'un déficit de 13% du PIB dans les pays dits avancés. Donc, des déficits budgétaires
qui sont tout à fait spectaculaires et bien plus élevés que les pays dits en développement qui n'ont peut-être pas le même accès aux marchés financiers et aux mêmes conditions favorables de financement que ce qui s'offre aux pays avancés. Les riches se financent moins cher que les pauvres, c'est malheureux, mais c'est une triste réalité de notre Madame Romer a déjà cité, et je pense que c'est un petit point intéressant, il y avait des travaux qui montraient qu'il fallait avoir des taux d'endettement faibles pour avoir de l'espace pour pouvoir, au besoin, faire une impulsion budgétaire majeure. Hein, ce raisonnement de l'espace budgétaire, fiscal space, comme l'on dit, est un raisonnement important pour elle et pour d'autres économistes de qualité. Mais ce qu'on a vu avec la crise de la Covid s'écarte de ce raisonnement. Donc, ce que l'on voit sur la base de ce graphique, c'est que ceux qui ont fortement répondu, ce n'est pas nécessairement ceux qui avaient des niveaux d'endettement particulièrement bas. Hein, regardez ce qu'il en est. Vous avez des pays comme le Japon, bien plus endettés que la Belgique et qui ont néanmoins eu un activisme budgétaire bien plus marqué. Il y a des pays qui sont plus ou moins conformes, hein, on va dire la Grèce, l'Italie, oui, n'ont pas beaucoup appuyé sur l'accélérateur parce qu'ils sont fort endettés, mais donc on n'a pas vraiment une perception ici qu'il y ait ce lien et que donc avoir eu des niveaux d'endettement élevés aurait été de facto une impossibilité de relancer la machine économique au travers d'impulsions budgétaires fortes. Ce qui est intéressant ici aussi, là je passe du côté de l'OCDE, hein, avec les ressources européennes et le Fonds monétaire, la troisième principale source d'information en termes d'organisation internationale, hein, l'OCDE, qui nous montrait quelque chose d'intéressant dans son récent update macroéconomique, c'est en fait que sur base des mesures prises en 2020, on ne peut pas dire que c'est, hein, si on regarde que la partie aubergine ou mauve du graphique 11, que l'on voit, c'est qu'on ne peut pas dire que c'est les pays qui ont fait le plus d'efforts budgétaires qui ont le moins souffert en termes de croissance du PIB. Il y a donc d'autres éléments que l'élément de la politique budgétaire pour expliquer les performances différenciées en termes de variation du PIB d'un pays à l'autre. Alors, il y a que la gravité de la maladie n'a pas été la même partout, il y a que les réactions politiques n'ont pas été les mêmes partout. Donc, il n'y a pas que la faute au gouvernement ou le merci au gouvernement pour ce qu'ils ont fait. Je vais en terminer avec cette mise en perspective, avec ce qu'on pourrait appeler une brève et rapide et sommaire évaluation d'une expression anglo-saxonne qui me semble appropriée, so far, so good. Jusqu'à présent, on a bien fait de faire ce que l'on a fait. Et d'ailleurs, il n'y a pas de regret parmi la communauté des économistes. La politique budgétaire a été extrêmement expansionniste et ça s'est révélé réellement expansionniste. Il y a encore une dizaine d'années, on avait des personnes, je pense à Jean-Claude Trichet par exemple, l'histoire risque d'être sévère avec lui et peut-être de manière excessive, mais néanmoins, voilà, il aura assumé le fait d'avoir été un propagandiste de l'idée qu'une certaine forme d'austérité budgétaire pouvait avoir des vertus expansionnistes, qui était la version poussée de ce qu'on appelle communément en finance publique l'équivalence ricardienne, qui vient à dire que les pouvoirs publics sont incapables de relancer l'économie parce que s'ils appuient sur l'accélérateur, les gens vont dire « Ok, ils appuient maintenant, mais ce sera pour me demander plus d'impôts dans un an, dans 10 ans. Donc, je vais thésauriser cette impulsion budgétaire. Et donc, l'État aura beau donner des gaz, les consommateurs, eux, vont plutôt réfréner leur comportement de consommation. Et donc, on aura plus de consommation publique, moins de consommation privée, et ça ne changera rien. C'est ce qu'on appelle l'équivalence ricardienne. Mais donc, il y avait des gens, il y a 10 ans, pour dire encore plus loin. Non, il faut de l'austérité, et par l'austérité, il y aura de l'expansion. Bon, on a vu en Grèce que ça ne marchait pas très fort. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, ça conforte cette idée que ça ne marchait pas fort en Grèce. On a été très expansionniste, et ça a été réellement expansionniste. Deuxième dimension, la politique budgétaire n'a pas généré les effets pervers redoutés. On aurait pu penser, ceux d'entre vous qui ont eu la chance d'avoir un cours d'économie, vraisemblablement qu'on leur a dit, oui, mais quand l'État se montre très expansionniste, eh bien, c'est pas pour ça qu'il y a plus de poulets à vendre sur le marché où on va faire ses courses le samedi ou le dimanche. Et donc, le prix du poulet, si tout le monde se retrouve avec plus de billets dans son portefeuille et qu'il y a un même nombre de poulets à vendre au marché, eh bien, le prix du poulet aura tendance à monter. C'est des exemples qu'on me donnait quand j'étais étudiant. Eh bien, en fait, on n'a pas l'air de voir ça.
on n'a pas l'air de voir une dérive inflationniste aujourd'hui. Oui, les anticipations d'inflation sont remontées, en particulier aux États-Unis, et c'est quelque chose à suivre avec attention. Mais à l'heure où nous nous parlons, il n'y a pas vraiment de dérive inflationniste. Les taux d'intérêt réels semblent tout à fait sous contrôle. Regardez, écoutez, la Grèce, il y a quelques années, la Grèce était vraiment au bord de l'implosion. La Grèce aujourd'hui se finance à des taux d'intérêt qui sont juste incroyablement bas et incidemment bien plus bas que ce à quoi doivent accepter de consentir comme paiement les États-Unis eux-mêmes. Donc, les taux d'intérêt n'ont pas l'air de montrer qu'on s'inquiète sur les marchés obligataires de cette situation budgétaire. Donc, c'est vrai en termes de taux d'intérêt, c'est vrai aussi en termes de ce qu'on appelle les spreads d'intérêt, les écarts de taux entre pays. Et on aurait pu imaginer que cette relance budgétaire, on n'allait pas parler d'une même voix, notamment au niveau de l'Union européenne, que ça allait faire des tensions entre l'Européen du Sud, qui est forcément dépensier, et l'Européen du Nord, qui est forcément moralisateur et qui forcément veut serrer les cordons de la bourse. Rien de tout ça. La cohésion au sein de l'Union monétaire est là, et est peut-être plus forte aujourd'hui qu'il y a 15 mois. Et troisième élément, l'économie semble avoir bien réagi au dopage budgétaire de telle sorte qu'on pourrait même envisager d'augmenter la dose du dopage. Je parlais des 10 mètres et je parle de dopage, mais ne voyez pas nécessairement de lien entre l'un et l'autre. Laissez-moi mes illusions de jeunesse. Deuxième partie de mon évaluation, en fait, des économistes, Forman et Summers notamment, nous disent ben non, on a très, très bien fait de faire ce qu'on a fait. De toute façon, on n'avait pas le choix. C'est une manière très pragmatique de traiter là-dessus le sujet. On n'a pas les effets négatifs, je viens d'en parler. Et puis, c'est pas si grave. Oui, c'est un point que chez nous, en Belgique, André de Koster avait très vite mis en évidence. La dette aurait beau augmenter de 20 points de PIB, de passer de 100 à 120%, c'est toujours moins important en termes de soutenabilité des finances publiques qu'une bonne réforme des pensions ou qu'une non-réforme des pensions. Parce que la réforme des pensions, elle peut, dans la durée, vous faire économiser 2% l'an. Parce qu'une bonne réforme des pensions, elle peut contribuer à stimuler l'activité économique de telle sorte que vous élargissiez la base imposable et que vous assuriez un meilleur financement de votre dette publique. Donc, en fait, oui, redisons, en Belgique, le premier problème, ce n'est pas les finances publiques, ce sera notre marché du travail, notre formation et tout ce qui se passe en termes de formation continuée, de formation des salaires, de faiblesse de la concurrence. Enfin, c'est là que se trouve le problème. Donc, ils sont beaucoup plus de nature structurelle. Ne détournons pas notre attention de ce qui compte. Ce que Forman et Summers disaient aussi, c'est qu'en fait, il est logique que la dette augmente quand les taux sont bas. Ben, je ne sais pas, disait-il, nous, si les taux sont bas, on peut se permettre d'acheter une maison plus chère, un appartement plus cher, et on ne va pas crier au loup parce qu'on a une dette hypothécaire qui est en pourcentage de notre revenu qui augmente. Donc, oui, ils ajoutaient, et c'est important, et j'y reviendrai, le ratio par lequel on mesure la soutenabilité de nos finances publiques est un mauvais ratio. C'est une insulte à l'esprit de comparer une dette et un PIB, ça n'a pas de sens. Alors, oui, bien sûr, il y a eu des économistes pour essayer quand même de justifier pourquoi est-ce qu'on mettait une dette qui est un stock divisé par un flux qu'est le PIB, en disant, ben, en fait, vous pouvez rembourser votre dette au départ de quoi? De votre base taxable, et votre base taxable, qu'est-ce qui s'en approche le mieux? Ben, c'est le PIB. Donc, en fait, ce ratio, elle va vous donner une capacité, c'est votre dette par rapport à votre capacité à rembourser la dette. Mais néanmoins, ça reste un mauvais ratio, j'aurai l'occasion d'y revenir. Ce qui compte, redisons-le, c'est la qualité des finances publiques. Ce n'est pas un chiffre de 90%, de 100% ou de 120%. Il nous faut une bonne fiscalité, un bon enseignement, une bonne sécu, de bonnes infrastructures, une bonne recherche. Voilà ce qui est important. Et enfin, la remontée des taux n'aurait qu'un effet différé grâce à la longue maturité de la dette existante. C'est vrai que beaucoup de pays ont eu la sagesse de profiter de cette baisse des taux pour allonger leur maturité, de telle sorte que si les taux venaient à remonter, ce n'est pas avant une dizaine d'années que ça se ferait sentir de manière pleine et entière. Donc, un consensus pour saluer ce que la politique monétaire extrêmement expansionniste a fait de bon. Je pense aujourd'hui, je m'avance un petit peu en disant qu'il y a un consensus pour valider le non-respect des règles budgétaires. Il n'y a personne pour crier au loup. Il n'y a pas encore de consensus pour remettre ces règles budgétaires au trou. Mais peut-être va-t-on aller dans cette direction. J'aurai là encore l'occasion, dans la suite du propos, d'y revenir. Troisième dimension, un point emprunté à Olivier Blanchard,
C'est vrai que l'on peut regretter qu'il n'y ait pas eu beaucoup de coordination entre pays sur le plan de la politique budgétaire, mais ce n'est pas trop grave. En fait, parce que les pays avaient suffisamment de pression politique en interne pour quand même agir. Donc, il y a eu relativement peu de comportements de free riding de petits pays. Regardez, oui, la Belgique un petit peu, va-t-on dire, mais c'est peut-être plus dû à nos meurtres, lasagne institutionnelle, comme l'on dit, que réellement à un comportement rationnel de passagers clandestins. Mais donc, aujourd'hui, en fait, cette absence de coordination n'a pas été problématique et les pays ont agi avec détermination. Là où il y a critique aujourd'hui, c'est sur le comment. Comment est-ce que nous avons relancé, et en particulier l'absence de ciblage. On n'est pas ici pour parler de soi, mais c'est un truc dont je suis un petit peu fier, c'est d'avoir très tôt, dès mars dernier, dit attention, n'aidons pas tout le monde n'importe comment. Il y a eu certains qui ont fait, et je respecte ces personnes, des allusions en disant hein, quand le Titanic coule, on ne va pas se montrer sélectif. Eh bien, je pense que c'est une erreur. Je pense que dès le premier Eurocent, on aurait dû essayer d'être plus sélectif. Aider une entreprise qui de toute façon va à volo, non. Pour moi, aider une entreprise qui n'a pas rempli ses obligations éthiques en termes de fiscalité, j'ai envie de dire non. Une entreprise qui n'est pas durable, j'ai envie de dire non. Je dis j'ai envie. Je ne suis pas la collectivité, je ne suis qu'un petit économiste et je ne suis surtout qu'un petit citoyen parmi d'autres. Mais j'étais heureux de voir dans le papier de Romer que j'ai cité il y a un instant qu'elle disait ce qu'on aurait dû faire, c'est avoir des mesures qui étaient du ressort de l'assurance sociale et non pas du stimulus au sens large. Et donc voilà, mon point, c'était à l'époque de dire aidons les personnes, soyons très sélectifs avec les entreprises que nous aidons. Je pense que c'était effectivement la bonne recommandation qui n'a été que partiellement suivie. Regardez les aides dont des Brussels Airlines, Lufthansa ou Renault ont pu se prévaloir. Je crois pouvoir dire aussi qu'il y a eu une forme de complaisance, le mot est fort, hein, et grâce au fait que, ben voilà, Jean-Luc le redisait, mon activité professionnelle fait que je n'ai pas trop de problèmes avec le système capitaliste. Et non, je n'ai pas de problème avec le système capitaliste en tant que système, mais reconnaissons que l'État s'est montré complaisant. Le mot est approprié à mes yeux, complaisant avec les détenteurs de capital, qu'ils soient actionnaires ou créanciers, les banques centrales qui se mettent à acheter des actions, qui se mettent à acheter des obligations d'entreprises et même d'entreprises en dessous d'investment grade, c'est des mécanismes de sauvetage dont on peut comprendre la logique, mais qui ont pour effet de profiter à ceux qui étaient rémunérés pour prendre du risque. Et donc là, il y a un problème de légitimité du système qui se pose. J'aurai là encore l'occasion d'y revenir. Mon dernier point en termes de point de départ, c'est un graphique pour les États-Unis, mais on pourrait, parce que l'image y est plus violente, mais qui pourrait s'appliquer aussi à d'autres pays. C'est le CBI aux États-Unis, complété par Madame Romer, et on voit le profil d'endettement des États-Unis aujourd'hui. C'est évidemment quelque chose qui fait froid dans le dos a priori de se dire que nous dépasserions les niveaux jamais atteints en temps de paix depuis 1776. Trop de relance, tel est mon deuxième thème après la mise en perspective et avoir déjà lancé l'un ou l'autre thème de réflexion qui reviendront dans ces parties 2 et 3. Je l'évoquais avec mon graphique, tout ce que nous vivons aujourd'hui en termes de performance économique n'est pas la faute de l'État. Ça doit être très clairement dit. Quand on nous dit c'est l'État qui a fait le lockdown et c'est donc l'État qui est responsable de, ce n'est pas tout à fait vrai. La réalité est beaucoup plus nuancée que cela. En fait, grâce aux États-Unis, où on a 50 États et où le lockdown n'a pas été le même dans les 50 États, on a un formidable terreau d'expérimentation et on peut voir comment les consommateurs se sont comportés là où le lockdown a été sévère et là où il a été léger. Et figurez-vous qu'en termes de shopping, eh bien, là où le lockdown a été sévère et là où le lockdown a été léger, les consommateurs se sont comportés de manière plus ou moins comparable. Et donc, ce qui fait que le consommateur n'a pas été dans les magasins, ce n'est pas le lockdown. Parce que quand bien même il n'y aurait pas eu de lockdown, qu'il n'y aurait pas été, ou dans une faible mesure, non, ce que cette étude du NBER montre, c'est que c'est d'abord la peur chez le consommateur qui explique la chute du chiffre d'affaires dans nos magasins avant les mesures de confinement. Alors, trop de relance. Ici, je prends donc les éléments à charge. Il y aurait moyen de plaider le trop peu.
On n'entend pas beaucoup ce courant-là, mais ceux qui en perçoivent davantage, c'est des gens qui disent on a un peu appuyé trop sur les gaz. Hein, qu'en pensons-nous? Il y a Daniel Gross qui nous dit tout récemment bah oui, que ça risque d'être un coup dans l'eau. La comparaison, hein, je vous parlais du narratif 2008-2009, les gens sortent de cette expérience en se disant oh ben, on aurait dû faire comme aux États-Unis, mettre beaucoup de gaz, donc en Europe cette fois-ci il faut mettre beaucoup de gaz. Daniel Gross a une belle sagesse, il nous rappelle que comparaison n'est pas raison et il nous redit qu'une pandémie ce n'est pas une récession financière, qu'aujourd'hui en fait les multiplicateurs budgétaires sont appelés à être différents parce qu'en 2008-2009 il y avait un problème de revenus, aujourd'hui c'est un problème de capacité ou d'envie de dépenser. Ce n'est pas un problème de revenus. Regardez le rapport annuel de la Banque nationale qui nous a dit, quitte à surprendre, voire à choquer, mais les chiffres sont ce qu'ils sont et merci les faits, que le pouvoir d'achat des Belges n'a pas souffert en 2020. Leur comportement Alors bien sûr, ce sont des moyennes, il y a des dispersions toute la moyenne, il faut parler avec prudence et n'insulter aucune personne où le but n'est évidemment pas là et de manquer d'empathie, bien entendu que non. Mais donc, aujourd'hui, le problème n'est pas le même qu'il y a 12 ans. Donc, ne pensons pas que le remède qui a semblé fonctionner il y a 12 ans aurait été ou serait le bon remède cette fois-ci. Donc, premier élément à avoir à l'esprit, on doit encourager quoi? Eh bien, la baisse du taux d'épargne, beaucoup plus qu'encourager que gonfler le revenu. Deuxième dimension, un point que j'aime bien, à l'époque commis un petit livre sur la crise financière et j'avais cité cette phrase de Nietzsche, la stabilité rend fou, comme étant peut-être un des éléments en amont de la crise. Les autorités, notamment les autorités monétaires, doivent faire cet examen de conscience à force d'être bonnes, à force d'être efficaces, à force d'être intervenir, à force de limiter l'amplitude des fluctuations et des chocs conjoncturels. Non, donne peut-être envie de prendre plus de risques. Je pense qu'il y a aujourd'hui un petit risque. Si on vient trop vite aider l'économie, ça va paraître très très cru, hein? L'économiste, parfois, il apparaît cynique. Mon intention n'est évidemment pas de l'être, mais donc, on va avoir que peut-être qu'on va sortir de là en se disant, mais finalement, les crises, c'est pas grave. On s'en sort pas si mal. Alors bien sûr, sur le plan interactif, sur le plan humain, sur le plan des proches que l'on a vu souffrir, décéder, bien sûr qu'on ne va pas se dire vive une crise, c'est pas, comme on dirait bêtement vive la guerre, c'est pas ça mon point. Mais c'est pour dire, mais au fond, finalement, la crise environnementale, bah, on saura gérer ça. Regardez, on a quand même bien su gérer. Donc il risque d'y avoir une démobilisation si les crises apparaissent finalement comme pas si pénibles, en tout cas du point de vue du portefeuille moyen. Mais la moyenne, une fois encore, ça cache une dispersion. Pas assez de destruction créatrice. Ça, c'est un point. J'avais eu l'occasion, il y a quelques années, d'entendre Mario Draghi dans une conférence et dire que pour lui, politique monétaire telle que la menait la Banque centrale et qui était déjà extrêmement accommodante, elle l'est encore plus aujourd'hui, la première et principale critique à lui adresser, c'était qu'en maintenant les taux d'intérêt bas, elle permettait à des entreprises peu efficaces de ne pas faire la culbute, de survivre. Et que cette survivance de boîtes d'entreprises peu efficaces était un frein à l'augmentation des parts de marché des entreprises plus efficaces et était donc un frein à l'efficacité, un frein au gain de productivité dans notre, et à une meilleure allocation des ressources dans notre économie. Et je pense que je m'inscris très très certainement derrière lui. Nous avons besoin de destruction créatrice. Une fois encore, c'est un message qui pour un homme ou une femme politique est évidemment très difficile à faire passer, mais il faut oser la pédagogie, il faut oser le dire. Et avec une crise qui ne serait pas assez longue, qui ne ferait pas assez mal, on peut dire que ce risque de too big to fail que l'on avait très clairement identifié en 2008, il est aujourd'hui étendu, il est plus large, il concerne des entreprises non financières. C'est ce qu'on peut se dire chez Lufthansa ou chez Renault, hein, qu'on est too big to fail et que le gouvernement viendra nous sauver, ce qui est évidemment, en termes de défenseur de l'économie de marché, comme je le suis, quelque chose d'extrêmement, extrêmement pervers, nocif et dont la durée qui devra appeler une correction. Risque d'illégitimité du capitalisme, je pourrais être long sur le sujet, mais vous m'avez déjà compris. Je pense que la manière dont les pouvoirs publics ont intervenu aujourd'hui, hein, j'ai parlé de complaisance, ça pose problème. Tout comme pose problème le caractère discriminatoire de l'intervention des pouvoirs publics. Regardez, en Belgique, je n'ai pas de lien particulier avec une entreprise plutôt qu'une autre, mais on a aidé Avia Partner alors qu'on n'a pas été Swissport. Le fait que Swissport ait un actionnariat chinois et Avia Partner des actionnaires belges a peut-être aidé,
Mais est-ce que c'est une considération, ça? Depuis quand est-ce que, parce qu'on est belge, on a droit à être soutenu par... Pas du tout. Hein. Donc c'est un capitalisme d'influence qui risque d'émerger ou des formes de ce qui est évidemment tout à fait condamnable. Et tout ça vient en plus d'autres dimensions, pas directement liées aux finances publiques, dans les contradictions de notre système financier. Ça nous fait maintenant tout doucement rire. Des patrons justifier leur très haute rémunération en disant oui, moi je prends le risque d'être limogé. Qu'est-ce que c'est que le risque d'être limogé par rapport au risque du magasinier de Colruyt et d'Aldi? Hein, si c'est vraiment le risque que l'on veut rémunérer, je crois que le gars de chez Colruyt et de chez Aldi, il va pouvoir compter sur des augmentations de salaire spectaculaires. Hein. Donc non, ne venons pas avec une story, une histoire comme quoi dans notre économie on rémunère le risque. C'est juste pas vrai. Il y a des gens qui prennent beaucoup plus de risques que d'autres pour être nettement moins bien payés. Donc ce n'est pas cela qui est la rémunération et donc ça ne peut pas être ça la justification. Donc il y a beaucoup à dire mais notamment un autre papier du NBER de l'année dernière qui conforte cette idée d'un effet de ruissellement, en disant mais cajolons Wall Street, ce qui est bon pour Wall Street va être bon pour l'homme de la rue. Hein. Donc il n'y a pas d'opposition entre Wall Street et Main Street. Hein. Si la bourse va bien, eh bien les plans de pension complémentaires, hein, les plans 401K, comme on appelle ça aux États-Unis, se porteront bien. Donc les ménages américains se sentiront plus riches, et donc puisqu'ils se sentent plus riches, ils consommeront plus, et puisqu'ils consommeront plus, eh bien, tout ira bien. C'est évidemment un renvoi à cette thèse de l'effet de ruissellement dont il convient de rappeler que les preuves académiques font largement défaut. Donc, je poursuis dans mon trot de relance avec Larry Summers, qui nous a dit on a bien fait de faire ce que l'on a fait, le but n'est pas là, mais aujourd'hui, on risque de surcompenser la perte de revenus, nous le dit-il. Nous avons en plus un plan qui, pour de bonnes raisons, vise les revenus, mais en n'augmentant pas l'investissement public, on n'augmente pas le potentiel productif de nos économies. Il y a donc, par rapport à l'output gap, à cette capacité de l'économie nationale américaine de produire plus, eh bien, le plan de relance est surdimensionné. Il y a donc un risque de surchauffe et d'emballement de l'inflation. Vous pouvez me dire, oui, mais il sera toujours temps pour les autorités monétaires et budgétaires d'appuyer sur le frein si jamais il y avait des signes de surchauffe. Oui, mais non. Non, parce qu'en fait, dit-il, elles auront le plus grand mal, politiquement parlant, pour effectivement inverser les gaz, que ce soit en termes de politique budgétaire ou de politique monétaire. Olivier Blanchard va dans le même sens. Il nous dit aussi que pour lui, en fait, on va avoir sauf à supposer que les gens vont thésauriser dans une mesure qui est relativement peu. Hein, il faudrait une propension marginale à consommer inférieure à 25% pour qu'on n'ait pas, d'après ces petits calculs simples qui sont repris sur ce visuel 22, un risque de surchauffe. Et c'est le graphique en haut à droite de ce visuel. La surchauffe, ça ne se traduit pas nécessairement demain matin par plus d'inflation, mais au fil d'années de surchauffe, ça termine en années d'inflation. C'est en tout cas le parallélisme qu'il se permettait de faire avec les années 60, qui ont 68, 69, vous le voyez sur le graphique, fini par déboucher sur une accélération sensible de l'inflation. Ceci dit, il y a des voix en sens contraire. Je disais que je n'allais pas beaucoup en parler, mais quand même, mentionnons-les. Il y en a une que je trouve particulièrement intéressante, c'est celle de Joseph Stiglitz. Il y en a d'autres. J'aime bien aussi ce que Bradford DeLong a pu écrire là-dessus, qui a redit, mais non, pour lui, la surchauffe est particulièrement peu probable parce qu'il y a l'output gap et parce que la propension à consommer va être relativement faible. Mais Stiglitz, il va une étape plus loin et nous dit il y a de la surchauffe, c'est pas un problème, j'achète, tant mieux, ce serait une bonne nouvelle. Parce que s'il y a surchauffe, à ce moment-là, la Fed va devoir resserrer ses taux et ce serait une bonne chose. Et il faudra resserrer la politique budgétaire au travers d'un relèvement d'impôts. Et il y a des impôts qu'il nous faut retirer. Donc, voilà le contrepoint. Il y en a d'autres, Krugman, etc., qui ont parlé, mais je pense que c'était particulièrement. Et Stiglitz, on parlait des petits riens, mais la surchauffe permet aux groupes marginalisés d'être intégrés dans l'économie. En fait, il y a des moments où un peu de surchauffe, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que le patron qui est vraiment confronté à une demande qui explose et il n'a pas de bras pour augmenter la production, il n'y a pas de bras, oui, mais si ce n'est le gars qui n'a pas la bonne religion, la bonne couleur de peau, le bon sexe, le bon quoi, le bon âge, que sais-je, et bien là, en fait, la perspective d'avoir une demande tellement forte va le faire surmonter ses a priori discriminatoires
et va amener ces employeurs à oser s'adresser enfin à des groupes marginalisés du marché du travail aujourd'hui. Et une fois qu'on se sera rendu compte qu'un réfugié qui aide un boulanger quelque part en France, ça fait travailler, mais finalement, peut-être bien que ça pourrait aider pour avoir un autre regard sur ces groupes. Donc voilà, ça c'est Steve Beach. Et j'étais vraiment amusé de voir Peter Pratt dans l'Écho il y a une bonne semaine nous dire, c'était pas exactement vive exubérance financière, mais je le cite parce que bon, alors, ses qualités intellectuelles et son statut d'ancien de la Banque centrale européenne en Europe, je ne vois que peu d'exubérance boursière. Et puis, attendez, on peut même ajouter qu'un peu d'exubérance nous fait défaut en Europe, c'est-à-dire des projets un petit peu fous. Et en fait, Peter, un peu plus haut dans son interview, fait un lien entre l'exubérance financière et le financement d'innovation technologique. Au 19e siècle, s'il n'y avait pas eu un peu d'exubérance, il n'y aurait pas eu de financement des réseaux de chemin de fer aux États-Unis. Les gens y ont perdu leur culotte, mais les voies de chemin de fer sont restées en place. Et on peut dire la même chose sur la bulle Internet du début des années 2000. Elle explose. Il y en a qui perdent beaucoup de sous, mais peut-être que ça a financé des innovations dont on profite aujourd'hui. Voilà pour le taux de relance. Vous m'aurez compris, je dis un point d'interrogation. Est-ce que je réponds à la question? Non, parce que en tant que bon économiste, je ne réponds pas de manière ferme à une question. Vous aurez néanmoins, je suppose, senti par où j'irai en matière de préoccupation. Je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas aller trop loin dans la relance et surtout que ce que l'on doit faire, ça doit être ciblé sur les ménages à bas revenus, sur les victimes les plus directes de la crise. Voilà les deux groupes cibles qu'il nous faut avoir et non pas distribuer des chèques à la style monnaie hélicoptère. Nous en arrivons à la question de la soutenabilité. Pour commencer, rappelons que nous allons nous baser pour cet exercice sur une comptabilité publique qui est, le mot n'est pas trop fort, manque parfois de nuances, mais je pense que dans ce cas-ci, ce n'est pas un défaut de nuance qui me fait l'utiliser. La comptabilité telle que nous l'utilisons, elle est tout simplement stupide. Il n'y a pas un club de Vogelpick à Bazoa ou à Aachen qui aurait l'audace d'avoir une comptabilité aussi rudimentaire, ne serait-ce que parce que nous pratiquons une approche de caisse. Il n'y a pas d'amortissement, on peut trichoter tant qu'on veut, essayer d'accélérer les recettes différées, les dépenses, on peut débudgétiser, on peut faire des recours à des partenariats publics-privés qui, a priori, sont une absurdité. Une absurdité parce qu'a priori, l'État se finance moins cher. Il faudrait vraiment que l'État soit très, 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 très inefficace pour que ça se justifie. Et si l'État est très, très, très inefficace, la solution, vous savez quoi? C'est de rendre l'État un petit peu moins inefficace. Corrigeons les problèmes plutôt que commettre une erreur en essayant d'en corriger une autre. C'est facile à dire plus qu'à faire, j'en suis bien conscient, mais ça doit être ça notre ambition. Nous ne faisons pas de distinction entre investissement et dépenses courantes, nous ne valorisons pas les actifs publics, nous n'envisageons pas que parfois une augmentation des déficits et même de la dette puisse être le prix à payer pour vendre, entre guillemets, des réformes structurelles dont j'ai redit l'importance. Nous n'avons pas parlé du périmètre, pourquoi est-ce que le tech est considéré et pas la STIP et ce genre de choses. Et voilà, pourquoi voilà, toutes les garanties qui sont données par les pouvoirs publics en matière de sûreté nucléaire ou ce genre de choses, où est-ce que ça se trouve dans nos comptes? Parce qu'il n'y a pas que le secteur bancaire à bénéficier de garanties publiques. Donc, nous avons une mauvaise comptabilité. Donc, soyons prudents avec les chiffres. Il faut toujours être prudent avec les chiffres, mais a fortiori s'ils se reposent sur une mauvaise comptabilité. Qu'est-ce que la soutenabilité à long terme? C'est un ratio d'endettement maximum. Il ne faudrait pas que notre dette dépasse 130% du PIB. Oui, peut-être, mais on a envie de dire pourquoi 130 et pas 140? Quelle est la base? Parce qu'on n'a jamais dépassé 140. Oui, mais regardez, le Japon est à 260, ça ne les empêche pas trop fort, les Japonais, de dormir. Et en fait, ils dorment vraisemblablement pas mal. Et vous savez, la qualité de vie au Japon n'a pas trop à envier à la qualité de vie en Europe, quoi. Donc, un ratio d'endettement maximum, c'est pas très convaincant. Un ratio d'endettement qui n'augmente pas. Ça, c'est une notion qui est souvent retenue. On a envie de dire, en 2020, ça a fortement augmenté. Le monde ne s'est pas arrêté de tourner.
Pourquoi est-ce que 100 aurait été la limite absolue, on est maintenant à 120 et ça a l'air d'aller? Pourquoi est-ce qu'il faudrait ne jamais voir ce ratio d'endettement augmenter? Si on peut atteindre un état stable, peut-être avec un ratio d'endettement à 300%. C'est intellectuellement quelque chose qu'il faut pouvoir oser envisager. Je ne dis pas que je plaide pour ça, et vous m'entendrez, je ne plaide pas pour ça, mais parfois nous entendons des arguments qui sont vraiment un petit peu courts en termes de cohérence intellectuelle. Un ratio d'endettement vers lequel tendre, le fameux 60%, ça, c'est du doigt mouillé. Hein, c'est pourquoi 60%? Alors oui, on sait très bien le lien organique entre 3% et les 3%, parce que si vous avez une croissance économique de 5%, le 3% de déficit est compatible avec une dette stable à 60%, ce genre de choses. On ne va pas faire ici des cours de finances publiques, mais donc, ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Donc, c'est quoi définir la soutenabilité? Ce serait un sujet en lui-même. Je redis que le ratio d'endettement sur PIB est un non-sens méthodologique. Je rappelle les travaux qui ont invalidé ce que Rogoff et Reinhardt avaient pu écrire sur le seuil à ne surtout pas dépasser d'endettement de 90%. On a montré, et notamment sur la base de données belges qui avaient été subtilement oubliées, que ça ne tient pas la route. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut accepter. Hein. Et donc il y a tous ces éléments que j'évoquais sur les limitations de notre comptabilité publique. Hein. Et j'aime bien l'expression de Paul de Grauw quand il parle de notre propension à céder à la numérologie. Hein. Nous n'allons pas chez Madame Irma, nous ne regardons pas dans le mar de café, mais 60% ou 90% ou 3%, c'est des chiffres, ça fait penser à de la numérologie. Hein. Et dès lors, il y a à s'interroger sur l'absurdité des règles budgétaires. En économie, on sait bien hein, qu'il vaut mieux de la discrétion plutôt que des règles. Parfois, on est bien contraint à cet optimum de second rang qu'est la règle, mais est-ce réellement quelque chose qu'il nous faut avoir à l'esprit ici? Est-ce que la piste de conseil des singes, d'une analyse qualitative, n'est pas nettement supérieure à celle de chiffres? Moi, j'ai la faiblesse de penser. Je ferais plus confiance à un aéropage d'experts internationaux qu'à la fixation d'un chiffre qui serait alors gravé dans le marbre. Les règles budgétaires ont échoué, sachons le reconnaître en Europe. Alors, on peut faire comme Knock, le docteur Knock, dont le remède échoue, hein, Jules Romain, le remède échoue, c'est parce qu'on n'a pas pris assez, et donc on augmente la dose. J'ai envie de dire que peut-être que l'angle d'attaque n'était pas le bon. Je reprends ici une petite citation de Günther Wolff de Bruegel en matière. Il n'a pas fait, lui, encore le pas de l'abandon des règles budgétaires, hein, mais il termine bien en disant que l'interprétation intelligente par des institutions légitimes sera toujours nécessaire. Eh ben oui, mais j'ai envie de dire, alors pourquoi s'embarrasser et mettons très fortement l'accent là-dessus. Quel est l'objectif qu'il nous faut poursuivre en matière de finances publiques? Moi, c'est un objectif de justice sociale intergénérationnelle qui m'anime le plus. Mon problème avec la dette publique, c'est que cette dette publique, elle va venir s'ajouter aux dettes environnementales et sociales. Par dette sociale, il faut comprendre le fait que nous avons promis des pensions à des salariés aujourd'hui, mais sans mettre un eurocent de côté. Même chose, on leur a promis que quand ils seront malades et vieux, on prendra leurs soins de santé en charge, mais on n'a pas un eurocent de côté pour ça. Donc, on a plein d'engagements sociaux non capitalisés et nous avons un nettoyage environnemental colossal qui nous attend. Donc, les générations futures vont déjà vivre avec ça. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas se permettre d'en rajouter 3 couches avec la dette publique. Hein. Surtout qu'il est très peu probable qu'ils vivent mieux sur le plan matériel que ce que nous vivons aujourd'hui. Je dis nous aujourd'hui, une fois encore, c'est un nous qui est une moyenne. Je ne nie pas les difficultés sociales que bon nombre de nos citoyens rencontrent. Nos citoyens, et plus encore en dehors, on ferait bien aussi de s'intéresser encore davantage à la situation dans les pays du tiers-monde, mais c'est autre chose. Hein. Donc, je pense aussi qu'avoir de la dette, c'est s'exposer aux diktats des marchés financiers qui nous ont montré parfois qu'ils étaient capables de rationalité, mais parfois pas. Hein, regardez, tout à coup, ils s'inquiètent de la Grèce. Et donc, si vous êtes très endetté, vous vous rendez victime de ces possibles accès de peur des marchés financiers qui tout à coup vous vont faire payer des taux d'intérêt exorbitants et qui vont
amener à une économie exsangue. Donc ça, c'est pourquoi je n'aime pas avoir un endettement trop important. Incidemment, je n'aime pas trop non plus le pouvoir que les agences de notation ont dans nos pays. Je trouve quand même complètement dingue que nous ayons des politiques publiques qui doivent prendre en considération des ratings donnés par des agences privées. J'ai rien contre l'initiative privée, une fois encore, et Orcadia en est peut-être une petite manifestation. Je n'ai absolument rien contre, mais je trouve que c'est quand même le renversement des choses quand c'est les pouvoirs publics qui doivent se baser sur un jugement d'une entreprise marchande pour prendre une décision de politique. Ça ne me semble pas être le fonctionnement de l'économie comme j'aimerais le voir. Et donc, avoir aussi, troisième considération, j'ai déjà évoqué cette notion de fiscal space, avoir les mains libres en matière environnementale pour réduire la pauvreté, pour améliorer l'infrastructure, pour stabiliser l'économie qui continuera de connaître des cycles. Voilà pourquoi nous avons besoin d'argent pour d'autres choses. Donc, voilà sur ce point de vue de soutenabilité et pourquoi donc il est idiot de payer des charges d'intérêt. Donc, de quoi demain sera-t-il fait? Avec un petit peu plus de taxes, nous allons vivre avec ça. Il y en a toute une volée. Je vais écrire une chronique prochainement là-dessus, donc je ne vais pas insister. Mais donc, il y a des taxes qui sont en devenir, mais ce n'est pas ça qui nous attend. On va donc rester avec des déficits publics importants. Ce déficit public, qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien, que la Covid nous a montré quelques côtés positifs. Un, les banques centrales sont à même de comprimer le taux d'intérêt, le fameux 1, l'écart entre R et G, le taux d'intérêt, le taux de croissance. Les banques centrales ont un levier. Il y avait des voix il y a quelques années pour dire, mais est-ce que l'arsenal de la Banque centrale n'est pas vide? Eh bien non, l'arsenal de la Banque centrale, il est encore plus rempli aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Je tire le bouchon un petit peu plus, mais oui, parce que le premier élément de la Banque centrale dans son arsenal, c'est la confiance qu'elle est capable d'instiller. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que la confiance est encore plus forte aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Donc mon propos, tout c'est apparemment excessif, peut-être qu'il y a un fond quand même de vérité. Là, on a gagné en étalant le caractère absurde des règles budgétaires, on a l'utilité de l'austérité, comme Stiglitz l'avait évoqué. Nous avons à repenser l'efficacité de l'État. Un exemple que j'adore donner, c'est le fait qu'en Belgique francophone, moi je viens de Bruxelles, 4 années de néerlandais à l'école primaire, 6 années de néerlandais à l'école secondaire, ça fait 10 années. Donc les jeunes bruxellois ont 10 ans de flamand. Le niveau qu'ils atteignent à la fin de leurs humanités, c'est juste à pleurer tellement c'est mauvais. Je ne crois pas que ce soit en mettant un peu plus d'argent, ce n'est pas en payant 20% de plus les profs de néerlandais qu'on arrivera à changer d'un iota cette exécrable performance qui fait honte. Donc, nous avons vraiment honte qui est en plus en termes d'inefficacité un gaspillage monumental. Donc, parfois, avoir trop d'argent, c'est mauvais. Dans son interview, Peter Pratt rappelait combien, quand on a trop d'argent, on fait des investissements dont l'utilité est largement et souvent discutable. La relance, ça c'est aussi desservi. Et j'ai très très peur. On parle de ce prémétro à Charleroi. Et ben voilà, j'ai une photo du prémétro à Charleroi. C'est pas une photo de ce que sera le prémétro du Charleroi dans 20 ans. Ça, malheureusement, je suis bien incapable de vous donner, mais c'est une photo du prémétro aujourd'hui. Je doute que ce soit beaucoup plus intelligent dans 20 ans que ce ne le soit aujourd'hui. Donc, l'argent facile, ce sont des gaspillages. Et ça, quand on voit tous les besoins qu'il y a par ailleurs, regardez nos prisons, eh bien, c'est quelque chose qui est absolument scandaleux. Comment rendre une dette soutenable? Voilà, le canevas. Donnez-moi encore quelques minutes et j'en termine avec mon propos. Comment rendre une dette élevée soutenable? La première solution, une austérité budgétaire, il n'y aura pas grand monde pour la défendre. Une croissance économique réelle forte. Aujourd'hui, je crois que c'est simplement d'ailleurs pas atteignable vu la démographie. Et j'ose espérer que ce n'est pas atteignable parce que j'ai fort peur qu'une croissance soutenue, ce serait avec un coût environnemental exorbitant. Plus d'inflation, oui, on en rêverait tous, mais on n'est pas sûr qu'on pourrait y arriver. Ces dernières années, on a l'impression qu'on n'a pas vraiment le contrôle pour avoir plus d'inflation. La Banque centrale travaille aujourd'hui dans une policy review, peut-être que l'on va changer la manière de mesurer l'inflation et y mettre un peu plus d'immobilier et montrer ainsi une inflation un peu plus forte. Mais donc, le financement monétaire, donc c'est permettre aux États de se financer auprès des banques centrales. C'est la répression financière, permettre aux États de se financer à des taux d'intérêt à zéro, ou c'est la compression des taux d'intérêt réels qui compte. Et enfin, la restructuration de la dette, l'annulation de la dette. Et ces derniers temps, on a beaucoup parlé de ces 2 derniers points et c'est donc sur ceux-là que je vais insister. Des taux bas, ça a certainement des vertus. Ça permet effectivement au pouvoir public de se financer pour pas cher, de ne pas devoir payer de charges d'intérêt trop lourdes et donc de pouvoir garder leur bel argent pour faire des choses moins inutiles que cela. Mais ça a des effets négatifs. Je ne suis pas
à critiquer la politique de taux bas, mais je n'aimerais pas que l'on ignore tous les effets négatifs liés à cette politique. Il y a, tout le moins, ce qu'on appellera des dommages collatéraux. Et il y a peut-être suffisamment de dommages collatéraux pour penser que finalement une annulation de dette pourrait ne pas être si sotte que cela. Mais attendez avant de me juger là-dessus. Donc oui, les effets négatifs, euthanasie des rentiers. Aujourd'hui, le gars qui n'a pas assez de sous pour prendre des risques, qui est obligé d'être prudent avec son argent, eh bien, il est pressurisé, il s'appauvrit, son épargne, et donc c'est profondément malsain, et ça peut alimenter un ressentiment populaire avec lequel il ne faudrait pas trop jouer. Ça peut alimenter des taux d'intérêt bas, des bulles immobilières, oui, des bulles financières au sens large. Pensez à des Tesla, à des Bitcoins, à de l'or ou à ce genre de choses. Une absence de destruction créatrice, je l'ai déjà évoqué, une absence de marge de manœuvre pour baisser les taux, bah oui, et une absence d'amortisseur patrimonial, ça c'est plus une considération par rapport à mon métier de gestion patrimoniale, mais c'est une réalité. Dans l'asset allocation, dans la répartition des actifs dans un portefeuille équilibré, il faut tenir compte du fait que si les taux ne peuvent pas baisser, si ça va mal, comme ils ne pourront pas baisser, il n'y aura pas des plus-values obligataires qui viendraient compenser les moins-values en actions qui viendraient du fait que l'économie aille moins bien. Les taux bas, ce n'est pas une impossibilité. Le Japon vit bien, pour faire simple. C'est une manière courte de dire que c'est très certainement quelque chose que l'on peut envisager. Oui, on peut vivre avec des taux bas, mais resteront-ils continuellement bas? Serons-nous de manière perpétuelle avec des taux bas? Il y a avoir une dette publique, ça c'est exposé à un risque de remontée des taux. Et il y a des effets délétères de la peur de la remontée. Quand bien même les taux sont bas, aujourd'hui, on vit dans la peur de la remontée des taux, et cela, ça peut avoir des effets négatifs. Donc ça, et ajouté aux dommages collatéraux des taux nuls, il faut pouvoir parler de ce qui ne peut pas être un tabou, à savoir l'annulation. Payer ses dettes n'est pas l'essence de la morale, nous rappelait David Graeber dans son œuvre magistrale sur la dette, l'histoire de la dette. Et rappelons que l'annulation, nous avons connu ça dans le passé et que ça a été parfois, je ne vais pas dire souvent, mais on va dire parfois une réussite. Et un pays parmi d'autres, c'est l'Allemagne qui en a bénéficié en 1953. C'est un exemple. Donc l'annulation n'a pas des vertus en soi, je ne pense pas, mais tout simplement, elle pourrait être moins nocive que ces alternatives, et notamment ce maintien d'un taux bas perpétuel. Les risques d'une annulation, est-ce que c'est parce que c'est illégal? J'ai envie de dire qu'on a déjà fait d'autres choses illégales au niveau de la Banque centrale européenne. Est-ce que c'est inutile? Je pense que non. Il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a aussi longtemps qu'on peut se financer à zéro, il n'y a pas. Oui, mais c'est aussi longtemps que, et s'il n'y a pas une garantie, si vous avez annulé. C'est un jeu à somme nulle, mais non, je ne suis pas d'accord pour dire que c'est un jeu à somme nulle. Hein. Oui, l'État y gagnerait, la Banque centrale y perdrait. Ben non, parce qu'il y a, en fait, il y a une différence. Madame, si elle reste créancière, pourra un jour demander à monsieur de payer des intérêts, tandis que si elle a annulé, eh bien, elle ne peut plus. D'accord? Les risques d'une annulation, c'est d'ouvrir la boîte de Pandore, c'est de s'exposer à une remontée de taux d'intérêt, c'est aujourd'hui que ce soit un substitut à ces réformes structurelles dont nous avons besoin et une invitation à des dépenses inutiles. On arrive à ma conclusion qui sera en 2 citations. Le doute n'est pas une condition agréable, mais la certitude est absurde. Et it was the best of times, it was the worst of times, Charles Dickens. À douter, à n'en pas douter, voilà ce qui nous attend encore pour quelque temps. Merci Jean-Luc, merci à vous toutes et à vous tous. Merci, merci. Voilà, le temps, je crois que tu as respecté le délai dans une mesure que je ne pensais pas croyable. Merci pour ça. Merci aussi pour vraiment la quantité de perspectives que tu viens de nous donner. Vraiment changer son angle de vue par rapport à pas mal de choses dont on entend parler. C'est quand même très, très, très intéressant. On va commencer par traiter 2 questions qui ont été partiellement traitées pendant l'exposé. Pour stabiliser ou réduire la dette publique, que faut-il viser de préférence en matière d'inflation? Est-ce qu'il faut en souhaiter davantage ou bien est-ce qu'il faut préférer qu'elle reste faible afin de permettre sa monétisation qu'on prétend sans limite? La réponse serait d'avoir de l'inflation, mais à condition que ce soit une surprise, parce que si elle est intégrée dans les esprits, elle va se traduire dans les taux d'intérêt et donc elle va alourdir les taux d'intérêt. Donc l'inflation qui va aider les finances publiques, c'est une inflation surprise, une inflation non anticipée. Et si ce que les études économiques montrent, c'est que l'inflation, si elle ne dépasse pas
4, 5, 6% peut-être, c'est tout à fait gérable. En tout cas, du point de vue des marchés financiers, j'ai vu des études récemment qui montraient que si l'inflation ne dépassait pas ces seuils-là, les bourses s'en accommodaient parfaitement bien. Alors, les bourses n'est pas, c'est pas le bon indicateur pour juger de ce qui est bon pour l'économie, bien entendu. Mais donc, voilà. Donc, j'ai envie de dire, il nous faut un peu plus d'inflation, serait une bonne chose. Et peut-être que d'avoir visé 2%, c'était trop bas. Et que si c'était à refaire, les banques centrales se diraient que finalement, on aurait mieux fait de viser 4%. Ça laisse plus de latitude pour baisser les taux quand l'économie connaît une phase de ralentissement. Et ensuite, on a parlé du Japon, effectivement, où la dette publique atteint des niveaux incroyables en matière de PIB. On l'a vu sur un des graphiques. Les efforts de relance, je crois qu'ils en sont à 3 plans, sont quand même très, très conséquents et ça n'a pas l'air de poser problème. Non, effectivement. Donc aujourd'hui, c'est absolument extraordinaire comme les marchés financiers ne se soucient plus des finances publiques, en tout cas dans un certain nombre de pays. Je ne dirais pas que ce serait le cas pour la Turquie, et on sait que le pays a connu quelques vicissitudes, mais juste de l'autre côté, en Grèce, où dès lors on ne doit plus avoir trop de regrets d'être membre de l'Union monétaire européenne, eh bien, on voit qu'il y a une crédibilité qui fait qu'effectivement, on ne s'inquiète plus de cette situation de la dette publique, que ce soit au Japon ou dans d'autres pays extrêmement endettés. Est-ce que ça doit dès lors inviter à l'insouciance? Non, parce qu'en fait, c'est aussi longtemps que ça va, mais on ne vous informe pas de quand ça n'ira plus. Et donc, c'est un peu danser au bord du volcan. On peut danser au bord d'un volcan. Est-ce que c'est le meilleur endroit pour danser? Je ne le recommanderais à personne. Donc, je crois qu'il y a lieu de maintenir un discours d'une certaine prudence budgétaire. Donc, je ne serais certainement pas adepte de l'insouciance. D'accord. Je vois que Jean-François se pose des questions concernant l'inflation. On a dit que bon, on ne la voyait pas augmenter, mais lui il se dit quand même, je vois que l'énergie, les prix de l'énergie augmentent, les matières premières, les coûts de transport. En plus, il y a les revendications salariales des syndicats dans notre pays. Est-ce qu'on peut avoir une inflation galopante l'an prochain, par exemple? Alors, il y a quelques signaux ici ou là. Il y a aussi des gens pour dire que, par exemple, l'emballement des prix de l'énergie connaît son propre mécanisme de stabilisation. Si jamais les prix de l'énergie venaient à davantage augmenter, l'Arabie saoudite se dirait finalement, j'ai quand même à pomper un peu plus et les producteurs de gaz et de pétrole de schiste se remettraient à davantage produire et incidemment polluer. Donc, il y a ce côté-là. On dit que le climat cette année-ci est tel que les récoltes alimentaires devraient être bonnes, donc les prix alimentaires ne devraient pas connaître. Il y a des effets ponctuels temporaires, hein, l'Allemagne qui avait abaissé sa TVA, qui la remonte, ce genre de choses. Mais globalement, la vraie question pour déterminer si on va vers de l'inflation, c'est est-ce qu'il y aura ce problème d'output gap? Est-ce que nous allons être en surchauffe? Est-ce que nous allons avoir en fait un engorgement? Est-ce que nous allons tous nous disputer pour acheter des produits que les usines ne seront pas capables de produire en nombre et en quantité, ce qui leur permettra de vendre leurs produits plus cher? J'ai la faiblesse de penser que c'est prudent aujourd'hui d'avoir ça comme scénario à l'esprit, certainement sur le plan financier. On n'est pas ici pour parler de stratégie d'investissement, mais voilà, il existe un produit qui s'appelle les obligations indexées. Donc, en tant qu'épargnant, ça peut être intéressant de s'immuniser contre une remontée de l'inflation. Est-ce que c'est mon scénario principal? Non. Donc, ma réponse est, à mon avis, on n'aura pas une grande résurgence d'inflation, mais c'est une possibilité. Fort heureusement, il y a moyen de s'immuniser à titre personnel contre ce scénario-là. Donc, oui, gardons à l'esprit que l'histoire montre que fréquemment, on a eu recours à l'inflation pour nettoyer l'endettement. Thierry nous dit, le slogan des banques, c'est emprunter de l'argent coûte de l'argent, donc attention à vous. Mais ça n'a pas l'air de s'appliquer à l'État, donc on reporte juste cette dette aux futurs jeunes, aux générations qui nous suivent. C'est vrai. L'État peut emprunter à taux négatif. Il n'y a pas que l'État. Si les banques commerciales aujourd'hui vivent relativement bien en Europe, c'est parce qu'elles, quand elles vont emprunter de l'argent à la Banque centrale européenne, non pas qu'elles doivent payer un taux d'intérêt, ce qui sera a priori logique quand elles vont emprunter de l'argent, mais elles reçoivent un taux d'intérêt de moins 1%. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très débattu dans la place publique, mais il y a une subvention aujourd'hui donnée par la Banque centrale européenne aux banques qui est juste monumentale. On parle bien entendu en milliards d'euros.
De nouveau, je n'ai pas à discuter ici de l'opportunité de cet instrument de politique monétaire, mais donc on a un instrument qui est profondément, d'ailleurs le parcours boursier, a priori quand les taux d'intérêt sont très bas, c'est mauvais pour les banques. Et les bourses finalement montrent que les banques, ça ne va pas si mal, pour partie grâce à ces subventions données par une institution publique qui s'appelle la Banque centrale européenne. Je ne suppose pas qu'il aurait fallu souhaiter que les banques fassent toute la culbute, hein, on est d'accord. Mais peut-être entre faire la culbute et les subventionner à ce point-là, il y aurait peut-être eu de la marge. J'en reviens. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'État peut emprunter pour pas cher et ça peut amener un comportement pervers. C'est de se dire, ah ben, puisque je peux emprunter gratuitement, ça ne me coûte rien, donc empruntons et n'importe quel projet d'investissement se justifie. Eh bien non, parce que si vous empruntez 101 et que vous devez rembourser 100 dans 10 ans, et qu'avec les 101, vous avez construit des trucs qui ne servent strictement à rien, eh bien, vous aurez toujours à rembourser les 100 et ce n'est pas sur la base des 101 mal investis que vous serez à même de rembourser les 100. Donc, il y a une grande illusion et malheureusement, un certain nombre de nos représentants politiques laissent penser qu'effectivement, qu'aujourd'hui, il ne faut même pas s'intéresser à cette efficacité de la manière dont l'argent public est dépensé, puisque les taux d'intérêt sont nuls, voire négatifs. Donc là, il y a un grand danger et il faut rappeler l'exigence de qualité dans l'examen des dépenses publiques. David, qui est un banquier central, nous demande quelles seraient les implications concrètes d'une annulation de la dette en termes de bilan de la Banque centrale européenne, par exemple. Ah ben, ça ferait mal, mais ça ferait mal sans réellement faire mal. Oui, oui, le bilan aurait une autre figure, mais il serait aussi désinflaté. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que la Banque centrale, c'est une construction qui est là pour servir l'intérêt général. Et si l'intérêt général passe par l'annulation de la dette, je pense qu'il faut pouvoir en parler. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire, je ne suis pas aujourd'hui à mettre ce débat de l'annulation de la dette sur la place publique. Je pense que c'est en fait jouer avec le feu. Donc intellectuellement, j'aime le débat et je pense qu'il faut pouvoir en parler. Et en même temps, je pense que la situation d'aujourd'hui est bien plus confortable. Il vaut beaucoup mieux profiter aujourd'hui de ce taux bas que d'agiter la possibilité d'une annulation qui pourrait faire peur au marché financier et dégénérer en une augmentation des taux d'intérêt. Finalement, on récolterait exactement l'opposé de ce que l'on aurait voulu. Donc, on peut très bien vouloir, à force de militer pour une annulation de dette, s'aboutir à ce qu'il n'y ait pas d'annulation, parce qu'un certain nombre de pays s'y opposeront de toute façon, et pas d'annulation et des taux d'intérêt plus élevés, ce qui serait donc le pire des deux mondes. Et c'est ça que ce que les Piketty, Magnette et autres risquent de déclencher. Mais sinon, intellectuellement, qu'il y ait de l'annulation de la dette, ça doit pouvoir être envisagé. Mais dans le contexte d'aujourd'hui où les taux sont si bas, ça ne me semble pas la bonne manière d'aborder les questions de politique économique. Je sais qu'on déborde un petit peu, mais enfin, il y a quand même des questions intéressantes, notamment de Pierre-Étienne. Vu cette augmentation continue des dettes, comment pouvons-nous espérer un jour sortir de la trappe à liquidité dans laquelle la zone euro, en tout cas, est plongée depuis 2015? Ah ben, effectivement, soit on n'en sortira pas, soit un beau jour, on annulera la dette et on dira ben, finalement, on en revient à la situation de l'année 2000, je ne sais quoi, et donc la Belgique, 120% d'endettement, mais on va dire, ben, on passe au bleu 20%. Il y a 20% qui sont liés à la crise de la Covid. Eh bien, ça, on considère que c'est un événement extérieur. Et dans mon scénario à moi, c'est en 2043, mais ça pourrait être en 2044 aussi. Hein, on se dit, oh, vous savez, ça fait longtemps qu'on traîne dans les livres de la Banque centrale ou du système européen de banque centrale. Il y a des vieilles dettes émises en 2020 qui traînent. Vous savez quoi? On les passe au bleu. Et un petit peu comme la Belgique a fait. La Belgique a fait ça au début des années 90. Hein. Donc, je ne parle pas d'un truc qui est une bombe atomique. Hein. On a fait ça. Hein. Au moment du passage à l'euro, à l'époque, j'étais encore à la Banque nationale, il y avait 2 lignes de crédit de la Banque nationale de Belgique auprès de l'État belge et on les a gommées. Et ça n'a pas fait un raz-de-marée, que je sache, quoi. Donc, on pourrait très bien imaginer que soit on va effectivement pour ce financement à taux très bas pendant très longtemps, mais dont je pense qu'à terme, il va avoir des effets pervers majeurs, et notamment ce taux d'intérêt nul en termes de bulles, en termes de pression sur le petit pensionné ou le petit épargnant, etc. Donc ça me... Ou bien on a cette annulation. Il y a
encore d'autres possibilités. On pourrait imaginer un système à 2 taux d'intérêt. Le taux d'intérêt zéro auquel les États se financeraient et un taux d'intérêt normal auquel le secteur privé pourrait lui emprunter. Mais bon, on sait, les expériences à la Banque nationale, on a vécu ça avant, les systèmes de 2 taux de change, c'est quelque chose qui donne lieu à tirage, à tricherie, etc. Donc, c'est peut-être mettre le pied là dans un engrenage que nous ne voulons pas. Mais donc, oui, je pense que, ou bien on a effectivement plus d'inflation, ou bien, parce que plus d'austérité, ça je ne crois absolument pas. Est-ce qu'on va avoir plus d'inflation? C'est une part de la réponse. Beaucoup plus de croissance, ça je ne crois pas non plus. Donc, plus d'inflation, premier élément. Pendant encore très longtemps, les États qui vont se financer vont marcher et à un certain moment, une petite dose d'annulation et notamment de la dette correspondant à cette crise de la Covid avec un argument, qu'est-ce que les économistes appellent relevant de l'aléa moral, c'est qu'on peut se dire, en fait, cette partie-là de la dette, ce n'est pas la faute au fait qu'on a mal géré, c'est la faute à pas de chance. Et donc, ça ne va pas changer le comportement. Si vous annulez la dette de quelqu'un qui était dispendieux, ben, ça va lui donner envie d'être encore plus dispendieux. Mais si vous annulez la dette de quelqu'un parce qu'il a été malade et qu'il a dû se faire hospitaliser, il n'aura peut-être pas néanmoins envie, même si vous avez annulé sa dette, de retomber malade pour redépenser. Donc cet élément d'aléa moral est extrêmement important et il est tout à fait présent dans la crise de la Covid. Donc je pense qu'on pourrait très bien avoir dit, toi l'Italie, l'augmentation de la dette publique liée à la Covid, c'est 23%. Toi la Belgique, c'est 18%. Toi l'Espagne, c'est 21%. Eh bien, on annulerait à due concurrence de chacun de ces pourcentages au départ du pot détenu par le système européen de banque centrale. Allez, alors une dernière, puisqu'il se fait tard, une question de Thomas concernant l'Europe, où on voit que pour le moment, il y a un consensus sur la réponse budgétaire, donc on oublie un peu les normes du pacte de stabilité. Maintenant, qu'en sera-t-il dans les années qui viennent? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un rythme de consolidation ou des tendances différentes entre peut-être l'Allemagne et les Pays-Bas, enfin les, la Ligue hanséatique enfin, est plus orthodoxe. c'est ça, oui, oui. en Et fait, qui voudraient aller très vite vers l'équilibre budgétaire et ceux qui voudraient vraiment prendre leur temps. tout à fait. Donc aujourd'hui, le problème n'a pas lieu de se poser, mais dès la fin de l'année, quand Mme Merkel ne sera plus là, on peut penser que ce problème pourrait revenir sur la table. Et c'est une des raisons, je l'évoquais, pour lesquelles, en fait, aujourd'hui, avoir une dette élevée, ça nous rend sensibles au marché financier, ça nous rend sensibles à un changement de conduite dans le chef de la politique de la Banque centrale. Et donc, il pourrait y avoir demain ou après-demain un changement de telle sorte que nous aurions une telle évolution. Donc, on n'est pas immunisé contre, entre guillemets, un retour de l'ordolibéralisme, le retour d'une certaine pensée orthodoxe au sein de la Banque centrale européenne. Et là, les pays qui sont très endettés eh bien, seraient bien embêtés. Donc, je pense que c'est une raison de plus aujourd'hui en tant que pays membre de l'Union monétaire. On n'a pas le contrôle sur notre politique monétaire, on n'a pas le contrôle sur le taux d'intérêt, et bien donc on s'immunise contre le mauvais scénario. C'est le b.a.-ba de la gestion, c'est aussi penser au mauvais scénario. Le mauvais scénario, ce serait celui-là. Il est peu probable aujourd'hui, il n'est pas impossible, donc soyons prudents en termes budgétaires quand même. Eh bien, un grand merci Étienne pour la clarté de cette intervention. Merci à tous pour votre patience, ainsi que tous ceux qui me souhaitent une bonne retraite. C'est effectivement mon dernier webinaire. Le mois prochain, ce sera ma collègue Véronique Godin qui va prendre le relais et animer le webinaire le 29 avril avec Thierry Afskrift, que vous voyez ici, qui est un avocat fiscaliste bien connu et qui va nous commenter l'actualité fiscale 2021. Le 18 mai, nous avons également déjà la participation de Thomas Dermine, qui est également prévu. Ce fut un grand plaisir d'animer ces 18 webinaires depuis pratiquement un an maintenant. Merci pour vos suggestions, vos encouragements, les suggestions de thèmes qui ont été très précieuses. Je vous encourage encore à le faire maintenant. Bien sûr qu'on ne peut pas, il y a un tri à faire. Le forum financier ne peut pas s'intéresser à tous les thèmes. Ça doit fondamentalement être financier et économique. Mais vos suggestions sont vraiment très intéressantes et prises en compte. Merci de participer aux enquêtes d'évaluation, aussi de satisfaction. C'est également quelque chose que nous regardons très attentivement. Voilà, ce fut un plaisir. Bon après-midi. Les slides sont disponibles. Vous pouvez les télécharger ici. Je le répète,
vous recevrez soit demain ou après-demain un email avec le lien vers les slides ainsi que l'adresse où vous pouvez visionner le replay de ce webinaire. Un grand merci à tous, bon après-midi et bonne vie. Merci Jean-Luc, merci à toi, merci pour tout ce que tu as fait. Avec plaisir.